Bonjour à toutes et à tous. J'ai déjà présenté dans la chronique numéro 38 les thèmes à partir desquels les programmes des candidats allaient être décryptés et qui sont, je le rappelle, ces thèmes au nombre de trois: la démocratie, le capitalisme et la croissance. Dans la chronique toute précédente, la 39, le numéro 39, M. Jean-Luc Mélenchon a bénéficié d'un traitement spécial et a reçu en avant-première la palme de l'imposture sur ces trois thèmes, loin devant tous les autres. Alors, nous allons maintenant voir ce qu'il en est des 11 autres candidats. Et nous allons voir ce qu'il en est de leur positionnement sur chacun des trois thèmes, donc la démocratie, le capitalisme et la croissance. Pour chaque thème, les programmes seront étudiés dans l'ordre de leur placement dans l'hémicycle politicien, en allant de la gauche vers la droite, à savoir la trilogie gauchiste, Nathalie Arthaud, le vide et rien d'autre, Philippe Poutou, le trotskisme révisé, Fabien Roussel, le communisme archaïque, Anne Hidalgo, la social-oligocratie, meilleur allié du capitalisme, Yannick Jadot, Jean Lassalle, le marais centriste qui cherche sa place, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, le bon sens près de chez vous, le bon sens qui rassure, Marine Le Pen, Éric Zemmour, les gens qui sont nés quelque part, et M. Nicolas Dupont-Aignan, le libertarianisme souverainiste. Alors, commençons par le premier thème, la démocratie. Et posons-nous les questions. Quels sont ceux, parmi ces 11 candidats, qui prônent la vraie démocratie? C'est-à-dire, comme nous l'avons déjà défini au sens étymologique du terme, ceux qui proposent de confier l'exercice du pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de faire les lois, qui le confient directement et uniquement au peuple. Alors, la réponse est claire, aucun. Donc, très concrètement, tous ces candidats se satisfont très bien du système oligocratique actuel, c'est-à-dire du système qui confie l'exercice du pouvoir de faire les lois, directement et uniquement, à une minorité très restreinte, moins de 1000 personnes, sachant que 90% de ces lois sont édictées par une minorité encore plus restreinte, disons moins de 100 personnes, 100 personnes, la plupart du temps même pas élues. Alors, dans ces conditions, quel sens peuvent donc bien avoir toutes les mesures dites démocratiques de ces candidats? Apporter plus de démocratie, c'est-à-dire faire évoluer l'oligocratie vers la démocratie. Alors, ce serait par là reconnaître que le système actuel n'est pas une démocratie. Et ce serait déjà, pourquoi pas, un premier pas salutaire. Alors, vu sous cet angle, on va reposer la question autrement. Y a-t-il un ou plusieurs candidats parmi ces 11 qui affirment que la France n'est pas une démocratie? Alors, Nathalie Arthaud ne prononce pas une seule fois le mot démocratie. On ne lit pas une seule fois le mot démocratie dans les écrits de Nathalie Arthaud. Ce qui veut dire soit que pour elle ce système n'existe pas, soit qu'elle considère que la France est une démocratie de façon naturelle et innée, validant ainsi de fait l'article 1 de la Constitution qui lui aussi dit que la France est une république démocratique sans jamais définir le terme démocratie ni l'argumenter. Seul Philippe Poutou, lui, parle de l'avènement d'une démocratie réelle, laissant ainsi entendre que la France est une fausse démocratie, ce qui est exact, et ce qui nous inciterait à le qualifier, M. Philippe Poutou. Malheureusement, il gâche tout par la suite, en assimilant une vraie démocratie à une oligocratie qui désignerait ses représentants à la proportionnelle. Ce qui prouve qu'il admet l'exercice du pouvoir législatif par une minorité, et donc il annule ainsi le bon point qu'il avait pu acquérir précédemment.
Nous ne le qualifierons pas, cependant, d'imposteur, jugeant qu'il a fait cette confusion de bonne foi et par simple insuffisance de connaissance de la question. Pour Fabien Roussel, sa France démocratique, elle intègre un mini-RIC. RIC, je le rappelle, référendum d'initiative citoyenne. Un mini-RIC simplement consultatif, un RIC permettant, je cite, une consultation du peuple sur des questions relevant de l'organisation des pouvoirs publics, des changements constitutionnels ou des traités internationaux, une consultation. Pour Anne Hidalgo, il s'agit de relever le défi démocratique. Ce défi, c'est rendre le pouvoir aux citoyens. Je cite. Curieuse formule, lorsqu'on sait que les citoyens n'ont jamais eu le pouvoir dans notre pays, et qu'on ne voit pas comment restituer quelque chose à quelqu'un qui, précisément, n'en a jamais été le propriétaire. Mais Anne Hidalgo, qui apparemment maîtrise mal la syntaxe, veut sans doute dire attribuer, pour la première fois dans l'histoire, le pouvoir aux citoyens. Le problème, c'est qu'elle ne précise pas, d'une part, de quel pouvoir il s'agit, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir médiatique, et d'autre part, elle ne précise pas si ce défi démocratique, c'est d'attribuer le pouvoir ou du pouvoir. Alors, si nous nous en tenons à sa formule littérale « le pouvoir », ça veut dire tout le pouvoir, c'est-à-dire toute la liste exhaustive de tout ce qui vient d'être énuméré. En réalité, il faut plutôt entendre attribuer du pouvoir, c'est-à-dire un petit peu, un tout petit peu, voire pas grand-chose, comme par exemple un RIC, ne permettant que de soumettre des propositions de loi qui seront ensuite votées par la représentation oligocratique de l'Assemblée nationale. À chacun son RIC prétexte démocratique, tel que ce bel exemple de RIC d'opérette labellisé Anne Hidalgo. Monsieur Jean Lassalle, lui, qui s'autoproclame porte-parole de la France authentique, tel le Jean de Florette de Pagnol venu cultiver l'authentique, Jean Lassalle y va lui aussi de son RIC. Mais, allez savoir pourquoi, ce RIC, il est uniquement constituant, à travers une proposition de loi très précise qu'il a faite. Il faut décidément croire que tous ces candidats du système redoutent un RIC absolu, un RIC tout-puissant, un RIC qui pourrait tout faire et tout défaire. Telle une vision d'horreur populiste, un véritable spectre démocratique, finalement. Alors, ce brave et sympathique Jean Lassalle essaye toutefois de se rattraper avec sa reconnaissance du vote blanc, mais nous avons vu dans la chronique précédente, la numéro 39, intitulée « La tentation Mélenchon », nous avons vu que cette mesure, reconnaissance du vote blanc, cachait en réalité un subterfuge pour minimiser le poids de l'abstention et forcer les citoyens récalcitrants à valider le système sous la menace d'une sanction. Je ne reviendrai pas sur les arguments développés dans cette chronique et je vous laisse le soin de vous y reporter, sachant qu'ils seront abondamment repris dans le cadre de la stratégie de l'abstention que je compte développer dans les semaines à venir. Mais poursuivons notre tour d'horizon démocratique pour arriver chez M. Yannick Jadot, qui, lui, veut de la démocratie partout. Démocratie partout. Et qui plus est, de la démocratie citoyenne. Démocratie citoyenne, intéressante formule pléonastique, définissant sans doute une démocratie qu'il faut voir avec des yeux, et sans doute très distincte d'une démocratie non citoyenne, c'est-à-dire par exemple d'une démocratie représentative. Alors pour y parvenir, l'outil universel c'est bien entendu le RIC. Là c'est le RIC Jadot, dont nous devons à la vérité de reconnaître qu'il est l'un des meilleurs, mais que comme tous les autres RIC, il n'affecte en rien la démocratie représentative, pas plus qu'il n'institue la démocratie citoyenne que M. Yannick Jadot appelle de ses voeux.
Alors, pour maintenant Emmanuel Macron. Pour Emmanuel Macron, il n'est pas nécessaire d'améliorer la démocratie. Mais il faut la défendre contre le terrorisme. Même chose pour Valérie Pécresse, Valérie Pécresse en carence de points dans les sondages, lorgne du côté des Gilets jaunes en promettant un RIC dont elle ne nous dit rien. Viennent ensuite les deux faux amis ou faux ennemis, Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui ne sont guère plus diserts sur ce thème de la démocratie. Marine ayant même fait un rétro-pédalage spectaculaire sur le RIC par rapport à ses propositions de 2017. Probablement, ce rétropédalage, il est dû à une odeur du pouvoir plus proche, en 2022, odeur de pouvoir, de possibilité d'accession au pouvoir, rendue du coup incompatible avec une avancée trop visible vers une vraie démocratie. Et enfin, donc pour terminer, M. Nicolas Dupont-Aignan, lui, stigmatise la fausse démocratie, qui se propose de transformer en vraie démocratie, à l'aide des deux outils devenus maintenant banalisés, un RIC non détaillé et une reconnaissance du vote blanc. En conclusion, nous voyons qu'aucun de ces candidats ne propose de confier au peuple l'exclusivité de la fabrication des lois. Tout au plus, quelques-uns de ces candidats suggèrent qu'il puisse y participer, le peuple, de façon anecdotique, via un dispositif limité. Par ailleurs, nous avons toutes les raisons de douter de la sincérité de ces propositions et de penser que ces propositions ne sont formulées que dans un objectif purement démagogique et électoraliste et sans aucune intention de les mettre en œuvre en cas d'accession au pouvoir. La meilleure preuve en est que ceux qui ont de réelles chances d'y accéder ne les proposent pas. Alors, voyons maintenant la position de ces 11 candidats par rapport au capitalisme, au thème du capitalisme. Alors, on va distinguer 3 groupes. Premier groupe, ceux qui n'en parlent pas du capitalisme, donc qui valident de fait ce mode de faire valoir économique mis en place depuis 170 ans. Deuxième groupe, ceux qui le critiquent, le capitalisme, et qui veulent le moduler pour des raisons diverses et variées. Et de ce point de vue, les termes utilisés par la propagande changent. Adoucir les méfaits du capitalisme, taxer le capitalisme, mettre en place un capitalisme plus humain, encadrer le capitalisme, démondialiser le capitalisme, bref. La recherche de formules attractives bat son plein chez les représentants du système pour vendre leur propagande électorale. Enfin, troisième groupe, il y a ceux qui veulent sortir du capitalisme. Enfin, qui disent et qui écrivent qu'ils veulent sortir du capitalisme. La première catégorie, ceux qui valident le capitalisme en tant que mode de faire valoir économique évident, naturel en quelque sorte, inné, et qui, en toute logique, n'en parlent pas. C'est la catégorie la plus nombreuse, et, pour bien le reconnaître, elle semble la plus sincère, puisque sur ce point, tout au moins, ils pensent réellement ce qu'ils disent, ou plus exactement, ils pensent réellement ce qu'ils ne disent pas. Alors c'est le cas de Anne Hidalgo, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, plus 2 autres, dont la sincérité est quelque peu matinée, je dirais, de tartufferie politique. C'est Fabien Roussel et Yannick Jadot. Alors Fabien Roussel qui, malgré le fait qu'il se prétende communiste et donc héritier de Karl Marx, ne fustige pas le capitalisme. Mais répond quand même à ceux qui lui demandent s'il veut la sortie du capitalisme. Il répond qu'il veut surtout sortir de la société du chômage. On appréciera la pirouette réalisée, il est vrai, par le porte-parole d'un parti expert, devenu expert dans cet art particulier. La deuxième catégorie ne comprend qu'un seul élément, c'est M. Yannick Jadot,
que je viens de citer, qui propose de conserver le capitalisme, mais de le repeindre en vert. Ainsi, cet écolo-business vertueux, exempt d'empreinte carbone, marquerait également une évolution du capitalisme libéral vers un capitalisme d'État, puisque les produits et services proposés seraient achetés non plus avec les revenus des ménages, mais par le biais de subventions issues de l'impôt via des organismes relais de type ADEME. En d'autres termes plus clairs, le capitalisme vert ne tirerait plus ses profits du marché libre, mais des finances publiques. Les citoyens apprécieront. Et la troisième catégorie, elle comprend les deux soi-disant trotskistes, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. Soi-disant trotskistes à qui nous conseillons au passage de relire attentivement les carnets de Léon Bronstein. Tous deux affichent leur anticapitalisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire être anticapitaliste? Est-ce que c'est vouloir remplacer le système de faire-valoir économique dénommé capitalisme par un autre système? Ou bien est-ce que c'est vouloir engager une épreuve de force avec ce système existant, pour obtenir de lui une rançon financière? Alors, Nathalie Arthaud, sœur jumelle de Philippe Poutou, mais sœur fâchée. Nathalie Arthaud semble camper sur la deuxième ligne, car rompre avec le capitalisme se limite à des harangues du genre, je cite, « Je ne me présente pas pour gérer le système et pour le renverser. Je suis communiste révolutionnaire. L'avenir dépend de la prochaine révolution du monde du travail, de sa capacité à renverser le capitalisme et à exproprier la bourgeoisie et à prendre le pouvoir. » Harangue formulée à l'exclusion de toute proposition concrète pour y parvenir. Ces appels à la prise du pouvoir, en fait, n'apparaissent que comme des rodomontades et des postures destinées à galvaniser des troupes exclusivement concentrées sur des actions revendicatives, catégorielles. Et ça se traduit par des mots d'ordre plus crédibles. Cette posture revendicative, qui prédomine sur la posture révolutionnaire, se traduit par des mots d'ordre plus crédibles, tels que, je cite, « Pour supprimer le chômage, il faut imposer des embauches et imposer la répartition du travail entre tous avec maintien du salaire. Aucun salaire, aucune pension de retraite, aucune allocation en dessous de 2 000 €. Il faut imposer leur indexation sur le coût de la vie. » En mai 68, la grève générale a forcé le patronat à augmenter les salaires de 30%. Eh bien voilà la méthode à employer. Renouer avec les luttes, renouer avec les grèves, se faire craindre du patronat et du gouvernement. L'absence de définition concrète et précise dans tous ces propos. L'absence de définition concrète et précise tant du capitalisme existant que du système destiné soi-disant à le remplacer, cette absence, elle est typique d'une ligne qui est beaucoup plus une ligne syndicale que politique, ce qui n'est pas une critique, mais ce qui remet les choses à leur place. Et leur place, c'est que la réalité, c'est que Lutte ouvrière est un syndicat très actif et très puissant, par ailleurs relativement riche, puisqu'il se situe au 7e rang des partis disposant des ressources les plus élevées en France, tout juste derrière ELV. Mais ce n'est pas un parti politique, en ce sens qu'il n'a pas de projet de société construit. Voici pour l'anticapitalisme de Nathalie Arthaud. Pour Philippe Poutou, par contre, la rupture avec le capitalisme est annoncée par une rubrique intitulée « Rompre avec le capitalisme, il y a urgence ». Rubrique dans laquelle nous apprenons que le monde est en crise au pluriel. Nous apprenons que le capitalisme vole nos richesses et menace nos vies. Et que face à la colère populaire, Macron et ses amis répriment
Et nous apprenons également, par la plume de Philippe Poutou, que la gauche est en dessous de tout. Philippe Poutou nous dit ensuite qu'il faut retirer le pouvoir aux capitalistes, c'est-à-dire, ça veut dire nationaliser les banques, ainsi que les grandes entreprises de l'énergie, les grandes entreprises pharmaceutiques, du transport, de la communication et des secteurs clés de l'industrie. C'est-à-dire, grosso modo, les entreprises du CAC 40, c'est-à-dire le grand capitalisme, dit capitalisme de connivence ou dit encore capitalisme d'État, puisqu'il s'agit globalement des entreprises du RECM. Le RECM, c'est le répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, c'est-à-dire qui comprend 90 sociétés contrôlées directement par l'État et 1500 sociétés qui sont contrôlées par le biais de filiales et qui emploient tout ensemble environ 800 000 salariés. En l'occurrence, ces nationalisations ne seraient pas de vraies nationalisations, puisque on doit dire que ces entreprises sont déjà contrôlées par l'État. Elles ne feraient en fait que changer de maître en changeant de gouvernement. Alors, nous avons conseillé tout à l'heure à M. Poutou de relire Trotsky, mais il devrait également se pencher sur les écrits de Lénine, de Marx et d'Engels, et il y découvrirait sans doute une autre définition du capitalisme. Le capitalisme, ce capitalisme qui innerve l'économie en profondeur, qui est basé sur une construction juridique complexe, construction juridique qui rend possible un mode de faire valoir économique généralisé. Et donc rompre avec le capitalisme, c'est abroger l'ensemble de ce dispositif juridique, ce n'est pas prendre la direction, comme le dit ou le pense M. Philippe Poutou, de prendre la direction de quelques dizaines d'entreprises du RECM. C'est tout au plus jeter de la poudre aux yeux de militants naïfs, abusés par un slogan ronflant, rompre avec le capitalisme. Mais en réalité, slogan vide de sens. Voici donc pour ce qui est de sortir du capitalisme vu par ces candidats. Alors, voyons maintenant ce qu'il en est du troisième thème, la croissance. Cette rubrique, malheureusement, elle reste désespérément vide, car aucun candidat ne juge bon d'alerter les citoyens sur la non-durabilité de la croissance et la non-durabilité à très court terme de la croissance. Aucun candidat n'a le courage politique de faire prendre conscience aux citoyens que la société de la croissance va évoluer vers une société de plus en plus contrainte pour ce qui concerne le carburant de sa machine économique, c'est-à-dire les matières premières énergétiques et les matières premières minérales. Aucun candidat n'a la lucidité de dénoncer la croissance en disant que la croissance, ça ne marche pas, en disant que la croissance n'a pas d'avenir et que la croissance mène à une impasse. De dire que la croissance a voulu domestiquer la physique, mais que c'est un échec, impasse physique. Que la croissance a voulu faire du bénéfice à notre société, mais qu'elle a généré du déficit. C'est l'impasse comptable. Que la croissance a voulu créer un instrument d'échange magique, la monnaie, mais que celui-ci, cet instrument, il est au bord de l'implosion. C'est l'impasse financière. Que la croissance a voulu améliorer la santé de l'homme, mais qu'en réalité, elle l'a dégradée. C'est l'impasse sanitaire. Que la croissance a voulu installer un système durable de production alimentaire dans l'objectif de nourrir plus de 10 milliards d'individus. Mais la faillite de ce système est toute proche. C'est l'impasse alimentaire. La croissance a voulu développer l'esprit humain, mais au contraire, elle a provoqué une régression de sa capacité de réflexion. C'est l'impasse culturelle. Enfin, la lucidité de dire que la croissance a voulu mettre fin à l'histoire, mais au contraire, elle a installé une situation pré-révolutionnaire. C'est l'impasse politique. Et c'est bien pour toutes ces raisons. C'est bien pour leur absence de vision démocratique de ces 11 candidats, ces 12 candidats. C'est bien à
cause de leur acceptation du capitalisme et de leur croyance unanime en la durabilité de la croissance, que nous ne devons voter pour aucun d'eux les 10 et 24 avril prochains. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.